Bonsoir à tous, merci d'être là pour cette 6e conférence de l'année consacrée aux données. Il paraît que nous avons collecté en 2 ans autant de données que depuis que nous collectons des données. Mais alors qu'est-ce qu'on peut faire de toute cette masse d'informations et de données financières notamment ? Bien exploitées, elles permettent de faire des modèles, des prédictions, mais est-ce qu'elles permettent d'explorer les risques ? Et les risques liés à la finance. Risques et données, c'est donc le sujet de ce soir. Il va être question de mathématiques et de marchés financiers avec Nicole El-Karoui. Bonsoir. Vous êtes professeur émérite à l'UPMC, spécialiste de mathématiques financières au laboratoire de probabilité et modèles aléatoires. Et vous avez joué un rôle important dans la formation des ingénieurs qui interviennent sur les produits financiers dérivés. À vos côtés, Charles Albert Lehal. Bonsoir. Vous êtes chercheur. Vous avez été un des responsables de la recherche de la banque d'investissement du Crédit Agricole pendant plusieurs années. Et vous appartenez aujourd'hui au comité scientifique du régulateur français des marchés financiers, l'AMF. Et puis, AXA Finance, à l'UPMC, une chaire sur l'évaluation des risques de développer la maladie d'Alzheimer. Lucie Talesson, qui et chez AXA devait venir nous en parler ce soir, mais elle a eu un empêchement de dernière minute. Elle vous prie de bien vouloir l'excuser. Donc nous parlerons exclusivement de finance avec vous deux ce soir. On va peut-être s'installer. Vous nous avez préparé quelques transparences sur les risques liés à la finance. Nicole El-Karoui, vous nous direz comment, au cours de cette soirée, avec les données, on peut gérer les risques des produits financiers. Vous nous expliquerez aussi ce qu'il faut regarder quand on est face à ces montagnes de données. Les données apportent des certitudes, mais aussi des incertitudes. Charles Albert Lehal, vous nous direz si ces données sont toujours cohérentes. Il y a 15 ans, peu étaient disponibles, mais aujourd'hui, finalement, est-ce qu'il n'y en a pas trop ? Vous nous direz tout cela au cours de cette soirée, mais on va commencer avec vous, Nicole. Comment l'industrie des marchés financiers en est venue à traiter toutes ces données ? Bonjour à tous. Face à cette très vaste question, j'ai choisi finalement de parler de ce que je connais bien, qui n'est pas nécessairement tout l'aspect des big data, entre guillemets, mais je souhaite vous présenter en quelques minutes finalement une expérience démarrée il y a 25 ans, donc un certain nombre de vous dans la salle n'étaient pas nés, mais qui a pas mal de points communs en fait avec les choses qu'on va évoquer aujourd'hui, qui étaient d'une certaine manière un problème de technologie financière avancée, et je veux parler de toute l'activité des produits dérivés qui ont été mis en place en France à partir de 1988-89 et qui vont être en fait générateurs d'énormément de choses, donc de crises majeures dont vous avez déjà entendu parler, mais également d'un nombre incalculable de données. Et je vais décrire quelques points stylisés de cette évolution qui peuvent servir de repères à la fois dans la vision des données et des risques, et puis aussi dans le futur de cette évolution du big data qu'on retrouve partout, dans sa dynamique qui peut peut-être connaître des hauts, des bas et de grands questionnements. Donc en fait, il me semble que donc pour beaucoup d'entre vous, personne ne sait ce que c'est qu'un produit dérivé, mais je vais vous l'expliquer en 2 minutes, mais il n'y aura pas de mathématiques. Mais la chose qui est intéressante, c'est plutôt de savoir que en 1987-88 sont créés en France les premiers marchés financiers organisés qui existaient déjà dans le monde anglo-saxon depuis très longtemps. Ces marchés sont ce qu'on appelle des marchés à terme. Ils ont pour rôle d'essayer de permettre aux agents économiques de se protéger contre les risques de marché, fluctuations des taux d'intérêt, du taux de change et des grands fondamentaux de l'économie, en pouvant fixer les opérations qu'on appelle à terme, exactement comme vous fixez une promesse de vente quand vous cherchez à acheter un appartement. Vous n'allez pas le payer tout de suite, mais le prix ne sera pas modifié. C'est exactement l'effet des marchés à terme.
Et la France commence avec 15 ans de retard par rapport aux États-Unis, mais dans une période extrêmement spécifique. D'abord, des marchés sont créés, donc ça veut dire que le paysage financier est nouveau. La deuxième grande transformation qui ressemble aux éléments qu'il faut pour créer des start-up quelque part, c'est que 1988-89, en fait, en 88, toutes les banques étaient équipées de gros ordinateurs IBM, et quand on faisait de la recherche, on avait négocié avec le responsable de l'informatique d'avoir pas les heures pourries pour pouvoir traiter ces données. Et 88-89, on voit apparaître les premiers PC dans les banques, dans les salles de marché, mais ça reste extrêmement discret. Donc il y a une révolution technologique extrêmement importante qui va progresser à une grande vitesse, qui va être aussi très étroitement liée au développement des marchés, mais il y a une rupture. Et donc il y a rupture par les marchés, rupture technologique par l'informatique, et puis il y a rupture on pense aux start-up. Qu'est-ce qu'on va vendre? Eh bien, on va vendre des assurances contre les risques de marché. Donc en fait, les marchés financiers sont là pour, en théorie, permettre de se protéger contre ce qu'on appelle le risque de marché, fluctuation d'un grand nombre de paramètres. Et comment est-ce qu'on se protège? Soit on fait des promesses de vente, c'est ce qu'on appelle les contrats à terme dans les marchés, soit on fait une assurance sur le prix qu'on va effectivement payer, donc on se protège de ne pas payer trop cher en quelque sorte, et à ce moment-là, quand on fait une assurance, on paye un prix pour l'assurance. Mais ça, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a un transfert de risque des agents économiques aux banques qui vendent ces produits. Et quelle est l'originalité des marchés? Donc ça fait déjà 3 ingrédients. Une nouvelle structure financière, une révolution informatique, des produits nouveaux qu'il faut vendre, mais après il manque l'ingrédient stratégique des start-up, c'est l'idée. Bon. Et l'idée, c'est pas de vendre des produits d'assurance, c'est pour les banques de savoir comment elles vont se couvrir contre les risques qu'elles prennent à la place de leurs clients. Donc, s'ils étaient assureurs, qui vendent des assurances d'auto, ils diraient je vends 100 000 contrats du même genre, et puis, comme ils ne font pas tous des accidents en même temps, je calcule une sorte de risque moyen, je rajoute une petite ou grosse prime, et ça va faire le prix de ce que je fais. Mais après ça, j'attends que ça se passe. Bon, mais dans les marchés financiers, on n'est pas là. On assure d'abord des échanges contre les taux d'intérêt, des actions, etc. Donc déjà, on assure des choses qui bougent au cours du temps, mais dont on connaît le prix au cours du temps. Donc ça, c'est une chose extrêmement nouvelle. Mais en plus, en fait, même si on vend beaucoup de contrats, ils ne sont jamais les mêmes. Et donc, en fait, on n'a droit qu'à un coup. C'est-à-dire, vous assurez les gens, ils vont faire quelque chose, le marché va se déplacer. Et puis après, si le marché a beaucoup monté, que vous avez garanti contre la hausse des cours, vous banquier, vous êtes en perte sur cette situation. Si c'est dans l'autre sens, vous êtes dans la même situation. Donc l'idée, c'est que les méthodes standards de l'assurance, ça ne peut pas marcher du tout dans cette représentation-là. Et donc l'idée géniale de gens qui s'appellent Black-Scholes et Merton, c'est de dire, mais comme on peut suivre l'évolution de ces titres qui bougent dans le marché, très au hasard, imaginez toujours la promenade de l'ivrogne, c'est pas si mauvais que ça, à chaque coup on ne sait pas où ils vont aller, on peut peut-être partir de cette information, essayer de traiter, d'acheter et de vendre de ces quantités pour amener notre investissement de départ, qui est le prix, à quelque chose qui est très proche de ce qu'on risque de payer. Donc là, il y a une idée complètement différente, hors norme. La bonne idée, c'est de se dire ce que vous avez à payer, c'est une sorte de cible, et puis la stratégie que vous pouvez utiliser, c'est d'acheter et de vendre des trucs qui vous amènent proche de la cible. Ça a pas mal d'analogies, en fait, c'est les mêmes outils, en fait, que ce qu'utilisaient les gens quand ils ont envoyé des trucs sur la Lune, en fait, parce qu'il fallait optimiser la trajectoire en fonction des fluctuations. Et c'est la truc représentatif. Donc on n'est plus du tout dans l'évaluation du risque moyen, etc. Donc on a une nouvelle technologie, de nouvelles questions. Et donc évidemment on imagine bien que si on poursuit le marché, il faut le faire assez vite, parce que le marché ça bouge vite tous les jours, même plusieurs fois par jour. Et donc ça va être la première source d'accumulation de données. Déjà, il va falloir intervenir très fréquemment dans les marchés, juste pour garantir un produit dans un an, de 10 ans ou 20 ans.
C'est le premier point, donc créer énormément de données. Deuxièmement, on a l'idée, mais après, il faut calculer combien on doit acheter tous les jours. Et donc là, vous pouvez imaginer que la quantité de calcul qu'il faut utiliser pour faire ça va être une source majeure de données. Vous avez pris les risques à la place du client, mais si vous avez pris trop de risques, si vous les gérez mal, c'est votre structure que vous mettez en cause. Et donc là, vous allez avoir une couche de plus dans la régulation. Donc il va falloir essayer de voir si la stratégie que vous utilisez, elle est bonne. Par derrière, ça veut dire si le modèle que vous utilisez pour faire un calcul, il est bon. Comment est-ce que vous calculez ça? Vous faites des sensibilités, des dérivés, tout ce que vous voulez. Enfin, plein d'indicateurs de risque qui sont d'ailleurs très surveillés par les marchés. Mais on est toujours ici dans la problématique, j'ai assuré des risques, j'ai pris des risques à la place des clients. Pour le moment, pour réduire le risque de ce que je suis en train de faire, de cette activité, je dois le faire contrat par contrat. Donc ça, c'est très spécifique. Grande différence entre l'assurance et la finance. Quand on fait de l'assurance, en finance, on gère les risques contrat par contrat, alors que structurellement, les assureurs auto et autres gèrent le risque agrégé des clients. Première étape, voilà. Mais évidemment, on ne va pas traiter les contrats tout seul et après, on est amené à agréger les structures. Donc, on doit repenser le risque des structures agrégées, plein de contrats, etc. Et ça, c'est aussi une nouvelle série et de données et de calculs à mettre en place et qui commencent à être surveillés de près dans les marchés à partir de 1998 par le régulateur, où ils demandent de calculer des indicateurs de risque spécifiques. Après, dans l'évolution qui va se produire dans ces marchés, pendant 7-8 ans, il va y avoir une sorte de phase de consolidation avec quelques crises, mais de plus en plus d'activités, donc ça veut dire de plus en plus de risques. Enfin, pas de risques, puisque vous êtes censé couvrir les risques, mais vous en créez des nouveaux dont vous espérez qu'ils sont moins importants. Et surtout, la taille des données qui sont traitées à ce moment-là est devenue absolument faramineuse. Et donc, on se retrouve dans une période de bulle. Alors, bulle, ça veut dire que tout le monde croit qu'il a le Graal, qu'il sait tout faire, qu'il peut vendre tout ce qu'il faut. Est-ce que le Big Data apparaît pas un peu comme ça en ce moment? C'est pas si clair. Avec le Big Data, on va pouvoir tout expliquer, tout comprendre, tout. En général, c'est rarement tout à fait vrai, mais ça, beaucoup de gens le savent. Et donc, au vu de cette évolution-là, on pourra discuter de qu'est-ce qui se passe quand une activité un peu de type start-up, même si les nominaux qui étaient en jeu étaient très importants, commence à on va dire, rigidifier, les règles de gestion deviennent très précises, très lourdes à gérer, de nouveaux indicateurs sont à calculer, donc le calcul devient une dimension majeure dans cette représentation-là. Bon, après, il y a les crises et on parlera de la suite après au niveau des big data et de la gestion des données. Nicole El-Karoui, avant de passer la parole à Charles-Albert Lehal, vous parlez de données, vous parlez d'assurance dans la finance, vous parlez de ces masses de données, mais est-ce que vous pourriez nous donner des exemples concrets de données? Quand on parle de données, de quoi s'agit-il? Déjà, la finance, c'est un monde. Oui. D'accord. Oui. Donc, vous dites même la finance n'existe pas. Bon, oui, vous pouvez parler de la finance, de la politique, de l'économie. Ouais. Voilà, la finance, la finance des marchés, c'est tout petit par rapport, ça brasse beaucoup de nominaux, mais c'est une toute petite activité dans l'ensemble de ce qu'est le monde financier. D'ailleurs, nous, on fait plutôt de l'assurance et une grande partie de la finance, par exemple, c'est la gestion de portefeuille. Donc, d'habitude, quand on regarde les données, on les regarde plutôt pour anticiper ce qui va se passer, essayer de faire des investissements intéressants. L'objet dont je parle ne fonctionne pas comme ça. Il a une cible à la fin, donc la rentabilité de ce qu'on fait, c'est pas la priorité, c'est plutôt c'est une finance en premier lieu de l'assurance. Alors après, on pourra faire un petit cours de finance, mais ça prendrait trop de temps. Bon, les gens en ont profité aussi pour faire des profits avec, etc. Mais fondamentalement, à la base, c'est un monde et une activité complètement différents. Mais ça, c'est le truc numéro 1 qu'on va retrouver quand on veut faire des données et qu'on s'intéresse aux données. Première des choses,
Vous cherchez à faire quoi avec vos données? Quel est votre objectif? Définissez de manière extrêmement précise quel est votre enjeu majeur. Pour nous, dans le monde des dérivés, l'enjeu majeur, c'est de ne pas trop s'éloigner de ce qu'on est en train de construire. Donc c'est plutôt la grande fluctuation des marchés qui va être importante, plutôt que la tendance des marchés, même si vous vendez un produit d'assurance contre la hausse. En théorie, le produit d'assurance dans les marchés, contre la hausse ou contre la baisse, il a le même prix. Ce qui est quand même un peu surprenant si vous pensez que votre marché est aussi. Mais donc les objectifs n'ont rien à voir. Si je fais de la gestion de portefeuille, ce qui m'importe, c'est de savoir si, en investissant de cette manière, les actifs sont suffisamment rentables pour que mon placement me rapporte des choses raisonnables. Chez moi, on se fout un peu de ça parce qu'on est censé l'avoir poursuivi avec la stratégie de marché. Et donc, ce qui va être l'information majeure, ça va être la volatilité des marchés, ses fluctuations et tout ça. Et donc, on voit bien qu'en fonction de l'objectif, de l'activité typique qu'on peut avoir, les mêmes objets, l'objet, par exemple, sur le taux de change, je ne ferai pas le même modèle pour faire des produits d'assurance sur le change ou pour faire de la gestion de portefeuille qui inclut le taux de change. Donc, il est extrêmement important. Le modèle ne veut rien dire. Le modèle, c'est un outil au service d'un objectif. Les données sont des outils au service d'un objectif qui, s'ils ne sont pas bien identifiés, ne seront pas des données au service de l'objectif. La première des choses, c'est de savoir ce qu'on veut faire. Et on visite les données en fonction de ce qu'on veut faire. On visite les modèles en fonction de... On fixe l'objectif et on utilise des données, mais quel genre de données? Des exemples concrets? Dans mon truc, vous allez regarder... alors nous, on est plutôt sur les facteurs classiques de marché. Moi, j'ai beaucoup travaillé sur les taux d'intérêt, donc on va regarder... de tous les taux d'intérêt, les prix d'un certain nombre de produits qui dépendent des taux d'intérêt. Donc vous regardez tous ces prix qui sont cotés tous les jours dans les marchés, donc vous avez beaucoup de cotations. Ça bouge tous les jours, ça bouge plein de fois par jour, c'est suivi en continu. Et après ça, on aura de l'information sur les produits dérivés, par exemple. Alors ça, c'est des produits très très standards. Mais si vous faites ça, comme c'est très internationalisé, si vous faites ça sur tous les pays européens, enfin sur les taux d'intérêt, c'est les mêmes maintenant, mais après vous allez regarder toutes les actions, les taux de change, toutes les Si on regarde données, les actions, etc. on voit bien par exemple qu'on peut s'intéresser au prix des actions, mais ça veut dire aussi être capable de structurer les données pour savoir que telle société et telle autre société font partie de la même holding et donc quelque part ont un rapport. Donc quand vous avez un prix sur une action d'une société ou un prix sur un emprunt contracté par une société, il faut comprendre que les deux apportent de l'information sur la valeur du bilan de la société. Donc les données, on peut en collecter à plus soif, et comme Nicole le soulignait, il y en a plusieurs fois par jour, plusieurs fois par seconde, pour un instrument coté relativement liquide comme une action, comme les actions du CAC 40. Après, quand on va sur des choses un peu moins importantes, c'est peut-être plusieurs fois par jour simplement qu'il y a des cotations et des informations, mais ça fait déjà beaucoup de choses. Et ensuite, il faut les structurer et les organiser. Comment est-ce qu'on arrive à repérer, à savoir que il y a une information prévue, je sais pas, un directeur financier d'une société qui va faire une annonce demain, on connaît le nom de la société, comment est-ce qu'on sait quels vont être les actifs potentiellement concernés? C'est ce qu'on appellerait aujourd'hui de la data governance. Comment est-ce qu'on va savoir repérer le lien entre toutes ces sources de données? C'est marrant parce que tous les deux vous parlez comme des détectives. Avec les données, on a l'impression que vous allez trouver des choses incroyables. En tout cas, pour traiter toutes ces données, il faut beaucoup de calculs. Oui, alors justement, on avait un transparent avec les capacités de calcul. Je vais me lever juste pour vous montrer essentiellement la seconde ligne. Où donc là il s'agit du nombre moyen de clouds, il faut comprendre ça comme des unités de calcul en fait relativement modernes, et donc quand on regarde les différents secteurs industriels, le second de la liste c'est Financial Services, Banking and Insurance, donc qui concentre à l'échelle, ça c'est sur le continent américain, qui concentre une grande partie, en tout cas qui est le deuxième secteur, sur les capacités de calcul. Et ça, comme Nicole l'a souligné, il y a une culture du calcul dans ce secteur qui vient des années où il fallait commencer à calculer ce risque sans même avoir de données.
C'est là où avec très très peu de données. L'industrie financière est une industrie particulière dans le sens où elle est très habituée à utiliser des gros ordinateurs, comme tu le soulignais, mais souvent à partir de très peu de données, mais pour beaucoup les faire tourner, les simuler et prévoir tous les cas possibles. Donc des supercalculateurs. Oui, des supercalculateurs. L'industrie financière et les banques ont été à une époque, je ne sais plus, c'était il y a une petite dizaine d'années, parmi les plus gros possesseurs d'ordinateurs les plus puissants de la planète. Aujourd'hui, on parle de cloud computing, donc on n'est plus dans la concentration sur un ordinateur dans une salle informatique, mais plutôt sur des processeurs en réseau. Et donc c'est ce que montre ce dessin en fait. On voit qu'il reste de cette culture du calcul le fait que si vous voulez pousser une porte au hasard pour trouver beaucoup de capacités de calcul, il vaut mieux pousser la porte d'une banque que d'une autre industrie. Charles-Albert Lehal, vous l'avez dit, beaucoup de données sont utilisées, mais on les utilise pour faire des calculs, mais est-ce qu'on doit les stocker ou bien une fois qu'on les a utilisées, on les jette? En effet, là aussi, on a un deuxième transparent avec des chiffres qui concernent l'industrie financière. Donc ici, c'est les capacités de stockage qui sont concernés. Et bon, là, c'est pas ordonné de la même façon parce que on a Banking et Securities and Investment Services qu'il faudrait sommer, en fait, qui sont les deux plus grandes barres, mais comme elles ne sont pas ordonnées décroissantes, elles ne sont pas première et deuxième ligne, mais on les voit ici, donc c'est cinquième ligne là et septième ligne ici. L'assurance est en fait un peu plus bas et un peu noyée dans la masse des secteurs, mais l'industrie bancaire et l'industrie des services d'investissement sont les premiers en capacité de stockage. Alors c'est pas parce qu'on a des capacités de stockage qu'on sait quoi en faire, mais en tout cas, en effet, il faut les conserver ces données. Alors pour une simple raison réglementaire d'abord, puisqu'il faut conserver des traces de toutes les transactions qu'on a pu effectuer pour prouver le bien fondé de ces transactions, mais aussi parce qu'on va essayer de comprendre dans le passé des relations entre toutes ces données, quelque chose sur le monde. Comme je le disais tout à l'heure, on peut se concentrer sur une ou deux sociétés, un ou deux secteurs industriels et se demander quand il se produit ce genre de choses. Ça peut être un accident majeur ferroviaire par exemple. On imagine qu'il y a certaines sociétés qui vont avoir à dépenser beaucoup plus d'argent de façon imprévue et donc peut-être perdre de la valeur par rapport à d'autres sociétés qui n'auraient pas à le faire. Donc on va essayer de comprendre les relations entre toutes ces variables stockées, toute cette information et sur le monde réel un peu. L'impact de ça sur la valeur des cotations. Mais il faut bien voir aussi que l'enregistrement et les capacités de connaissance de ce type d'informations dans le monde réel sont finalement assez récentes. C'est très récemment qu'on peut avoir accès. Alors finalement, enregistrer les prix des cours, c'est quelque chose, j'ai rencontré il y a peu de temps, en avril dernier, un universitaire qui travaille à Stanford sur les variations des prix des cours au XVIIIe siècle sur la bourse d'Amsterdam. C'était déjà enregistré. Alors ça tenait dans un petit carnet, oui. Mais néanmoins, il a fait une étude assez saisissante. Donc là, on est vraiment dans la même chose, mais sur le XVIIIe siècle, où on a les prix des sociétés cotées, qui essentiellement étaient des sociétés anglaises, cotées à Amsterdam, et les trajets des navires qui traversaient la Manche, donc qui apportaient de l'information sur la bonne santé de ces sociétés. Et lui a retrouvé les carnets, non seulement, donc ça c'était public depuis longtemps sur les cotations des sociétés londoniennes à Amsterdam, mais aussi les carnets de bord des bateaux qui faisaient la route. Il a retrouvé les orages et il s'est demandé ce qui se passait quand les bateaux arrivaient, donc ne pouvaient pas amener de l'information sur la valeur des sociétés pendant une semaine à cause des orages, et puis d'un coup l'information arrivait massivement. Qu'est-ce qui se passe? Comment est-ce que les prix bougent? Est-ce qu'ils bougent de façon différente? Est-ce qu'il y a plus de risques à ce moment-là? Plus de volatilité? Moins? Donc on peut apprendre de finalement très peu de données des choses. Aujourd'hui, il faut se rendre compte que, alors déjà à l'époque, personne n'avait l'idée de faire ce genre de calcul et d'être capable de les faire. L'information existait mais n'était pas exploitable. Aujourd'hui, évidemment, on pourrait exploiter avec un téléphone portable ces informations, tellement il y en a peu. Seulement, on est dans un monde où il n'y a pas si peu d'informations. Les informations sur le monde qui se déroule sous nos yeux et les événements qui se déroulent, elle est gigantesque. Et donc, il faut essayer de la stocker et de l'organiser.
et mieux comprendre le monde et après de l'utiliser. Mais déjà, la stocker et l'organiser, c'est une gageure. C'est stocké où? Dans des data centers? C'est stocké où? Alors principalement des data centers aujourd'hui qui appartiennent, alors comme historiquement les banques surtout possédaient leurs propres ordinateurs de calcul, beaucoup d'entre elles ont gardé des moyens de stockage propres, contrairement à des startups. Même alors dans l'industrie financière, il y a des jeunes startups qui elles se reposent sur des solutions déportées, Amazon Web Services par exemple, ou Azure, pour citer deux marques concurrentes, il faut faire de jaloux, de Microsoft. Mais donc c'est vrai qu'il y a quand même une culture de savoir faire tourner des data centers soi-même chez les banques. Donc peut-être un peu moins d'exploitation de données sur le cloud standard, mais avoir ses propres clouds. Donc beaucoup de données, mais qu'est-ce qu'elles apprennent au bout du compte, ces données? Alors déjà, elles apprennent à bien comprendre un peu le passé. Quelles sont les relations habituelles? Alors, le problème de définir l'habitude et est-ce que les phénomènes habituels vont se reproduire, c'est un problème en soi. Avant même d'essayer de comprendre bien en avant, de prédire ce qui va se passer, aujourd'hui, c'est ce que les data scientists appellent plus le nowcasting que le forecasting, donc de prédire le présent plutôt que de prédire le futur. Et prédire le présent, quand on est noyé sous une masse d'informations, c'est déjà quelque chose de compliqué. Et donc il y a énormément d'efforts en termes de surveillance de risque, par exemple. Vous mettez, comme le soulignait Nicole, des indicateurs de risque sur tout ce qui se passe dans votre institution quand vous êtes responsable d'une banque. Et en fait, si vous faites ça, c'est un peu l'histoire de la première guerre du Golfe où les généraux américains avaient, paraît-il, demandé « amenez-nous toutes les images satellites » sur la zone, et en fait comme les militaires sont très disciplinés, ils ont amené des camions d'images satellites et personne n'avait imaginé qu'on pouvait avoir finalement trop d'informations. Et aujourd'hui, évidemment, quand on dit surveillez-moi tous les risques qu'on court à assurer ce genre de produits financiers, de produits d'assurance, on a des données gigantesques qui peuvent clignoter sur des écrans. Donc organiser ça. Il faut bien cibler ce qu'on veut surveiller. Exactement. Et là, le rôle même de quelqu'un qui ne serait pas forcément complètement naïf sur la nature de ces indicateurs, mais pas forcément un expert total sur comment les calculer, pourrait faire de l'aide à la décision. Et c'est une discipline qui existe depuis une vingtaine d'années au moins, qui est de bien ordonner. Il faut imaginer un cas relativement simple qui est, vous avez dans les stations de métro des caméras de surveillance, quelqu'un dans un endroit qui regarde tous ces écrans, mais il est tout seul. Alors pour lui mettre autant de caméras que vous voulez, la question c'est, il faut lui mettre 3 caméras sous les yeux, lesquelles vous choisissez? Comment est-ce que vous faites du traitement des informations qui se déroulent? Donc pas sous ses yeux à lui, mais sous les yeux des caméras, sous les pixels des caméras. Et comment est-ce que, d'après ces pixels, vous finissez par lui dire, même pas lui dire, lui soumettre automatiquement les 3 écrans qui sont les plus à scruter, où un être humain a une vraie valeur ajoutée, à dire, voilà, là, il se passe quelque chose, il faut appeler la police, là, il se passe rien, je passe à l'écran suivant. Donc rien que ça, c'est déjà une tâche moderne, vraiment de nature data science, qui est à construire, qui est en construction et encore à construire dans les institutions financières. Donc c'est ce qui se fait en ce moment. Oui, c'est vraiment un des rôles importants. Oui, pour rebondir sur ce que tu disais, donc pour avoir une idée des indicateurs de risque qui sont calculés autour d'une salle de marché, ils sont estimés à 3 millions par semaine. Suivre l'évolution de ces indicateurs et comprendre ce qui fait... Enfin, ce qu'il faut dire, c'est que ces indicateurs, ils sont pas nécessairement indépendants. Il y a beaucoup de relations entre eux parce qu'ils sont calculés sur des choses assez spécifiques. Et de plus en plus, ce qu'on essaye de faire, c'est juste de réanalyser les données pour essayer de comprendre... sur une période juste ces indicateurs, ce qu'ils veulent dire et ce qu'ils indiquent en vrai par rapport, parce que de toute façon 3 millions d'indicateurs, vous ne savez pas vous en servir. Donc beaucoup de données, trop de données peut-être. Est-ce que malgré tout ça permet de mieux prédire, Nicole? Alors là on rentre dans un champ qui est d'une nature très différente. Qu'est-ce que c'est que la prédiction? Et deuxièmement, c'est la prédiction pour quoi faire. D'accord? Donc
Qu'est-ce que ça veut dire dans la prédiction, il y a un double enjeu. Prédire, c'est introduire le temps dans l'activité sur laquelle on travaille, donc on finance dans les marchés dérivés, c'est intrinsèquement le facteur de risque d'une certaine manière. Bon, et la deuxième, donc c'est la temporalité, mais la deuxième chose, c'est en quoi les informations passées peuvent aider pour prédire le futur. Comme on fait en météo, par exemple. On étudie la météo. Oui, alors on fait la prédiction, c'est l'art de la statistique, oui. Quand même, grosso modo. Mais la grande question, c'est déjà, on cherche à prédire pourquoi faire. Parce que c'est toujours la même idée. En fait, il n'y a pas une prédiction. Il y a plein de solutions possibles dans les prédictions. Il y en a certaines qui vont être adaptées en fonction de votre problème et d'autres qui n'ont pas beaucoup d'intérêt. Donc, bien définir, parce qu'en plus, pour prédire, il faut s'appuyer sur des données, mais il faut que ces données aient été construites, recueillies d'une manière adéquate par rapport à votre objectif, etc. Ça n'est pas du tout... les données naturelles n'expliquent pas toujours tous les éléments. Et donc, est-ce que le big data est un bon outil de prédiction ? Je ne sais pas. Moi, je ne sais pas. Et non, parce qu'il ne faut pas penser que parce que vous êtes capable de faire une coupe du monde ou de n'importe quoi aujourd'hui, c'est la chose que vous observez, la stabilité que vous pouvez avoir, etc., si elle ne se reproduit pas un minimum, elle ne sera pas informative du futur. Donc on sait bien que des données peuvent très bien ne rien vouloir dire pour prédire. Il faut de toute façon qu'il y ait un minimum de stabilité. Alors les statisticiens définissent ça de manière assez rigoureuse, mais des données, ça n'est pas informatif en soi. Il faut qu'elles aient certaines propriétés, et en particulier des propriétés, ces propriétés doivent être vraies, stables, robustes, en fonction des objets que vous cherchez à analyser en priorité. Charles-Albert Lehal. Donc, alors, je suis plutôt d'accord avec Nicole. Il y a une prédiction qui est à peine de la prédiction assez simple, dans lesquelles les banques se lancent depuis quelques années, qui est de prédire le comportement de leurs clients. Ah oui. Voilà. Ça, c'est quelque chose qui a l'air de pouvoir fonctionner. Puisque des moteurs de recommandation de Netflix qui fait de la vidéo en temps réel, qui vous dit une fois que vous avez visionné 5 films, quel est le 6e film dont vous avez envie, quand on est une institution financière, qu'on achète et qu'on vend des contrats d'assurance, on aimerait bien, un tout petit peu avant, savoir quel est le prochain coup de fil qu'on va recevoir et quel est le prochain produit qu'on va devoir vendre. Ou alors, si on en a un peu trop, si on a un peu trop de risques d'une nature parce qu'on en a un peu trop acheté, on aimerait bien savoir si on connaît quelqu'un dans notre carnet d'adresses qui serait prêt à qui on pourrait revendre une partie de ce risque, parce que lui, il aurait un appétit naturel pour ce risque. Donc là, il y a des projets très intéressants dans les banques de comportement des clients. Alors c'est relativement compliqué parce que vu le nombre de produits financiers et les profils différents de clients, il faut fabriquer des catégories. Fabriquer des catégories de produits dans un monde qui change, c'est relativement sophistiqué, mais après tout, Netflix, Amazon arrivent à le faire. Amazon, il commence à me surprendre. Il commence à faire depuis peu d'années des recommandations relativement pertinentes sur ce que j'ai envie de lire. Donc ça finit peut-être par fonctionner. Vous suivez les recommandations ? Oui, maintenant je commence enfin depuis peut-être 2 ans à avoir des recommandations pertinentes. Mais ça peut détruire très vite. Après un déménagement, j'ai racheté un vieux livre quasiment scolaire et Amazon a cru que j'étais en terminale. Je pense qu'ils s'est mis à me proposer pendant 6 mois des livres de classe. Donc ça m'a l'air assez fragile, vu de l'extérieur. Les banques essaient sans doute de faire quelque chose de beaucoup plus structuré et de beaucoup plus sérieux. Elles ont beaucoup moins de clients. Alors est-ce que c'est un avantage, est-ce que c'est un désavantage, parce qu'elles peuvent peut-être mieux les connaître, mais en même temps un comportement peut peut-être changer plus vite et impacter. On ne peut pas moyenner. Amazon arrive, je parle beaucoup d'Amazon, Amazon arrive vraisemblablement à connaître suffisamment l'appétit de ses clients pour préenvoyer les livres proches de là où les gens vont avoir envie de les commander,
pour augmenter le temps de livraison. Donc on voit bien que les banques rêveraient de pouvoir faire ça aussi par rapport à leurs clients. Parce que pour des raisons ne serait-ce que réglementaires, on leur demande de prendre le moins de risques possible. Donc prendre le moins de risques possible, c'est acheter un produit que si on va pouvoir le revendre rapidement. Donc d'un point de vue global, même d'efficacité du système financier, c'est pas idiot si tout le monde arrive à s'équiper de ça pour que personne ne prenne un risque dont il ne puisse pas se débarrasser au sens positif, c'est-à-dire qu'il soit un risque qu'il finisse par devoir prendre. Donc ça c'est une catégorie de prédictions qui sont un tout petit peu après le présent immédiat et on imagine possible à faire. Donc il y a Très des lié au chercheurs qui marketing. travaillent sur le Oui. sujet. Fondamentalement. Oui. Il y a des chercheurs qui travaillent sur le sujet. Il y a des équipes de recherche qui s'organisent autour de ça dans les banques et d'ailleurs de façon un peu générale. Beaucoup de mathématiques, d'algorithmes. Oui. Beaucoup de calculs, beaucoup de statistiques. Beaucoup de statistiques là-dessus. Pas tellement de mathématiques, si. Surtout statistiques. Oui. Et donc là-dessus, il y a vraiment des choses qu'on pourrait appeler de la prédiction, mais que c'est pas de la prédiction au sens. Mais vous dites de la prédiction un peu plus qu'au temps présent. Ça veut dire à quelle échéance? Sur ce genre de produit, une semaine c'est bien. Alors une semaine sur l'appétit des clients, hein, c'est déjà beaucoup. Un jour. Il y a la même chose que, pour le coup, c'est dommage que la personne d'Axel soit pas là, parce qu'il y a la même chose que le scoring de clients. En fait, si vous savez que quelqu'un qui est dans votre carnet d'adresse a un appétit pour un produit, et que vous lui proposez juste avant votre concurrent, il va venir le chercher chez vous. Donc au-delà du fait d'arriver à prédire que la personne a envie de prendre le contrat d'assurance ou le contrat financier, il s'agit aussi un peu de le piquer à son concurrent. Donc là, on est un peu dans le marketing, dans cette espèce de compétition entre les institutions. Ça, c'est quelque chose qui existe, des projets qui, je dirais, ont peut-être 3 ans, et qui commencent à arriver à maturité. On commence à voir même des publications académiques de chercheurs qui ont collaboré à ces projets-là et qui commencent à publier des résultats. Mais avec tout ça, beaucoup de données, presque trop de données dans lesquelles on peut se noyer. Est-ce que c'est véritablement un plus, les données? Alors, c'est un plus a priori. Il y a plus d'informations dans les données. Maintenant, est-ce qu'on est capable de les exploiter? C'est toujours très délicat. Et donc, il y a un vrai sujet aussi de data science au sens un peu pur, je trouve, du terme dans ces organisations, qui est de mettre en vis-à-vis et de connecter toutes les bases de données. Dans une grosse banque d'investissement, souvent liée aussi à des sociétés d'investissement, les sociétés de gestion, vous avez des bases de données sur les sociétés cotées, vous avez des bases de données sur les cotations elles-mêmes, vous avez des bases de données sur les taux, vous avez des bases de données sur des informations un peu publiques, même météo peut-être, que sais-je. Relier tout ça. Jusque-là, chaque département de la banque ou de l'institution qui s'occupait d'un petit secteur en particulier avait sa propre gestion de la base de données. Aujourd'hui, connecter toutes ces données, c'est un vrai projet et c'est un projet de data science. Et Nicole El-Karoui, les données doivent être sérieuses, fiables, validées. Qu'est-ce que ça veut dire, valider une donnée? Il y a déjà une validation un peu élémentaire, c'est que c'est très important de regarder les données, de les triturer, de les classer, de les comparer un peu entre elles, parce que dans toutes les bases de données, il y a des erreurs, il y a par exemple des clients qui peuvent être entrés 3 fois parce que quelqu'un a appuyé sur le bouton, etc. Donc de toute façon, on ne travaille jamais sur les données sans, surtout si on veut s'en servir énormément, sans un travail énorme sur les données, sur la qualité des données, sur la classification, sur leur représentation. Et ça représente, dans beaucoup de cas, 60 à 70% du temps avant de pouvoir tirer de l'information de ces données. Mais ensuite, structurer des données, c'est toujours extrêmement lié, je me répète, je suis désolée, mais à l'objectif qu'on peut avoir en priorité. Donc, parce que après, la question, c'est aussi comment on va valider le résultat des données. Parce qu'il faut valider les données et ensuite valider le résultat. Oui. Si vous utilisez le résultat, il vaut mieux avoir l'impression que, avoir le sentiment que
Mais il est robuste, si vous aviez changé un tout petit peu de truc dans vos données, le résultat ne serait pas très différent, etc. Ce n'est pas toujours le cas. Hein. Moi, j'ai des exemples où ça peut être assez surprenant. Et donc, alors, la question de valider, ou quel est le procédé qui permet de sélectionner ou de donner un résultat, ça va être une question de construire des métriques d'utilisation, des mesures de risque, si on veut. Enfin, ça dépend de l'objectif et du vocabulaire qu'on utilise, mais il arrive un moment où on a un critère pour sélectionner un certain nombre de choses en vue d'en faire d'autres. Et cette règle-là, plus il y a de grandes données, plus les procédés pour optimiser en un certain sens le process doivent être simples, parce que traiter de très très grosses bases de données, bien sûr des critères compliqués, ça va assez mal marcher. Donc il y a toujours des trade-offs entre la robustesse du résultat, les manières dont on procède, et puis bon, mais après c'est des grandes généralités, parce qu'il faut développer, enfin à chaque fois on a il y a quand même, comment dire, il y a des points qui sont incontournables dans ce qu'on cherche à récupérer ou à capter, etc. Et ceux-là, évidemment, il faut qu'ils soient bien intégrés dans le processus de réflexion. Donc ça ne se fait pas par une opération comme ça, très simple, mais quand même, il y a un élément qui est radicalement différent, c'est qu'on est capable de traiter des quantités énormes, de les organiser, d'en tirer de l'information. Alors après, comment vous avez utilisé cette information? Est-ce que vous auriez dû les traiter autrement? Bon, et le dernier point, c'est on parle beaucoup de marketing, donc, parce que finalement c'est l'un des secteurs sur lequel ça s'est révélé assez efficace en ce moment. Bon, mais il y a, en termes de prédiction, par exemple, il y a quand même, ce qui est aussi le cas de la finance, etc., dans pas mal de choses, il y a quand même une difficulté particulière qui vient du fait que vous travaillez sur des données alors sociologiques, sociales, enfin je veux dire le marketing, mais qui proviennent du comportement des hommes. Quand vous travaillez sur des big data qui viennent des étoiles, c'est plus reproductible que ce que vous faites quand vous analysez des données qui viennent de marchés, de structures humaines, etc. Et donc, la robustesse dans le temps des données, par exemple, pas leur qualité, mais ce qu'on peut en tirer comme information, ça doit être travaillé. Mais souvent, alors, est-ce qu'on met des modèles, est-ce qu'on ne met pas de modèles? La question est beaucoup posée d'une certaine manière, mais il y a aussi beaucoup de réponses qui vont qui s'affinent en fonction de l'objectif qu'on peut avoir. Charles-Albert Lehal, est-ce que ces données qui sont utilisées dans le domaine de la finance sont toujours anonymes? En fait, alors il faut définir un peu ce que c'est que l'anonymat. C'est une question très profonde et avec beaucoup de sous-questions, cette question-là. D'abord, les données de prix. Okay. Donc les prix d'échange quand il y a des transactions sur le titre Orange, des gens l'achètent, les gens le vendent, ça fait un prix à chaque fois de chaque transaction. Ces prix-là sont publics et ils sont anonymes. Par exemple, pour l'exemple d'Orange, on ne sait pas qui a acheté à qui une action Orange. Mais ça dépend des marchés. Dans le nord de l'Europe, par exemple, quand vous avez une transaction, les deux contreparties sont connues. Alors, en fait, les deux contreparties qui étaient les plus proches du marché où a eu lieu la transaction. Si vous êtes un fonds d'investissement norvégien et que vous avez acheté une action sur le marché ad hoc, vous êtes sans doute passé par une banque pour le faire, donc c'est le nom de la banque par laquelle vous êtes passé qui figurera. Néanmoins, les données sont déjà un peu moins anonymes. Donc là, on parle des prix, donc des données de prix. Ensuite, le régulateur, lui, veut surveiller un peu les flux, tout ce qui se passe à l'échelle justement de concentration des risques.
Donc là, les données sont anonymes pour le commun, nous tous ici, mais beaucoup moins pour les régulateurs. Il y a des directives européennes, et notamment un règlement européen qui s'appelle EMIR, qui exige que toutes les banques, notamment, aillent chaque soir mettre sur des serveurs qui appartiennent aux régulateurs. Ça fait partie des décisions qui ont été prises après le G20 de Pittsburgh suite à la dernière crise financière, vont aller déposer la liste de tout ce qu'elles détiennent. Ces listes-là sont agrégées, et ça c'est des projets extraordinairement compliqués. J'en discutais avec les gens de l'instance de réglementation européenne il y a quelques semaines, vraiment très compliqué à mettre en œuvre, parce qu'évidemment chaque banque a sa propre façon de décrire ses transactions. Tout ça n'est pas forcément compatible, sa propre façon de coder le nom Orange, puisque j'ai pris cet exemple tout à l'heure comme société. Il y en a peut-être qui l'appellent encore France Télécom dans la base de données, d'autres qui l'appellent Orange. Donc il faut arriver à relier tout ça et à comprendre. Donc là, l'anonymat n'est plus de mise, mais c'est parce qu'il s'agit des régulateurs, et à comprendre si justement les banques et les intermédiaires financiers sont bien en train de remplir leur rôle, c'est-à-dire de ne pas prendre trop de risques. Donc là, l'anonymat n'est plus là. Il y a des questions tout à fait passionnantes à faire, parce qu'il y a la vue des régulateurs européens, il y a la vue des régulateurs américains, il y a la vue des chambres de compensation qui, depuis assez longtemps, sur une grande gamme de produits, sont sollicités quand on fait une transaction, vous et moi. On n'a peut-être pas tant confiance que ça, donc on se tape dans la main maintenant, vous m'achetez une action, mais j'ai peut-être pas si confiance que vous avez peut-être pas si confiance que moi, à la fin de la journée, je pourrais vraiment vous la donner. Donc en fait, on passe par une chambre de compensation, tous les deux, on lui parle à elle, on se tape dans la main, mais on lui envoie une photo de nos deux mains qui se tapent, et le soir, c'est à elle qui va vérifier tout ça, et si on finit par pas trop honorer nos contrats, elle nous pénalise et on finit par payer des grosses pénalités. Donc eux, par exemple, les chambres de compensation ont aussi des bases de données pas anonymes, puisqu'elles sont chargées de compenser et de netter, c'est-à-dire de mettre en vis-à-vis toutes ces positions. Donc là, en termes de données, on a aussi des champs vraiment, alors je trouve passionnants, parce que qui décrivent le fonctionnement du système financier, et les régulateurs ont envie de comprendre ça. Ils n'y arrivent pas forcément aujourd'hui, parce que c'est le début, c'est la mise en œuvre. En Europe, c'est il y a quelques mois que les données commencent à affluer. Aux États-Unis, un tout petit peu plus longtemps. De toute façon, c'est pas le même format, donc c'est pas les mêmes exigences exactes. Donc, il faudra arriver à approximer tout ça. Et c'est un peu comme les sociétés aujourd'hui qui cherchent à reconnaître l'identité d'un internaute suivant que il va sur une application avec son téléphone portable ou avec son ordinateur, pour essayer de ne pas lui donner la même pub deux fois. Donc, par le comportement de l'internaute qui est similaire quand il est sur son téléphone ou sur son ordinateur, c'est donc le même. Donc les bases de données partielles vont être aussi à exploiter de cette façon pour bien les connecter et comprendre ça. Donc la question de l'anonymat, vous voyez qu'elle est vraiment à plusieurs échelles. Souvent, oui, dans la majeure des cas, sur les données financières, c'est anonyme. Dans des cas particuliers, comme dans le nord de l'Europe ou en Espagne, c'est pas anonyme du tout. Et après, pour les régulateurs, de moins en moins de choses sont anonymes parce qu'ils veulent comprendre de plus en plus. Nicolas El-Karoui, je vous voyais écouter Charles-Albert Lehal. Vous avez des choses à ajouter sur ce sujet de l'anonymat ? Peut-être sur les contributions des prix. Je sais que parce qu'il y a des prix qui sont... il y a des prix indicatifs. Ah oui. Je sais que tu es particulièrement sensible à ce sujet. Il y a des prix... donc il y a les prix des transactions qui ont lieu. Donc là, on voit à peu près ce que c'est. Donc, et puis, il y a des produits très illiquides sur lesquels il y a très peu de transactions par jour. Faut penser à des obligations émises, donc des emprunts, des dettes de société pas très grosses, ou même aux États-Unis, des municipalités américaines qui ont emprunté de l'argent en émettant une obligation plutôt que faire un emprunt à une banque. Ce qui est beaucoup plus de mise aux États-Unis. Donc ça, c'est les exemples sur les produits bruts, oui. Et sur les produits dérivés. En fait, c'est une vraie question, parce que le prix public des produits dérivés, il n'est pas sur tous les produits. Et donc, les produits très liquides sont cotés, tout le monde peut y accéder. Mais il y a des produits plus compliqués. Bon, c'est l'analogue de ce qui vient des municipalités, sur lequel les prix ne sont pas publics ou directement accessibles. Mais le régulateur a créé... ce qu'il faut voir, c'est
les règles et l'organisation de la gestion des risques, mais c'est intéressant parce que c'est un exemple qui, à mon avis, risque de se généraliser dans d'autres situations sous des formes. Le régulateur donc veut qu'il y ait le plus d'indépendance entre les différentes structures quand on contrôle, et dont on demande par exemple si on surveille les risques d'une activité particulière de la banque, ceux qui contrôlent n'utilisent pas les mêmes données de base que ce que les données, enfin la même source de données que ce que l'autre pôle a utilisé. Donc, si c'est des données publiques, ben, là, tout le monde est d'accord, mais si ce n'est pas des données publiques... donc, en fait, il y a des sociétés qui se créent pour donner de l'information, pour remplir les exigences du régulateur. Des sociétés privées qui vont dire, eh ben, ici, on recueille les prix. Et donc c'est quelque chose qui se développe. Oui, parce que les exigences réglementaires deviennent tellement strictes que personne ne peut y satisfaire directement, et du coup ça recrée des structures dont on ne sait pas très bien quelle est la qualité. Alors, c'est des structures qui servent habituellement à deux choses. D'abord, donc quand on est une institution financière et qu'on possède des actifs comme ça, pas liquides du tout, on voudrait bien savoir combien ça vaut. Et donc, et surtout, donc on s'en fait une idée parce qu'on a des équipes de recherche qui essaient de valoriser ces actifs-là, mais on ne sait pas si on a raison. Et donc, des sociétés externes peuvent venir et dire, voilà ce qu'on va faire. Vous allez, sur ces produits-là, vous allez nous donner, nous confier les prix que vous pensez. On va demander à vos concurrents, ils vont faire pareil. Mais nous, on va rendre ça anonyme et on va dire à chacun où il en est par rapport aux autres. Est-ce que c'est lui qui donne les prix les plus élevés? Est-ce que c'est lui? Pour que, de façon anonyme, le prix se forme. Ça, c'est quelque chose qu'il faut rattacher au processus de formation des prix à tâtons, même sur les marchés financiers. C'est un système de double enchère où les gens, il faut se rappeler des images qu'on peut trouver sur YouTube de la bourse, enfin de la cotation à la criée il y a 40 ans. Donc les gens achètent, vendent, ça crie, et puis au bout d'un moment, le prix se forme parce qu'il y a plus d'acheteurs que de vendeurs. À tâtons. Ce tâtonnement-là, c'est une des meilleures façons qu'on ait pour fabriquer un prix, une sorte de vote. Et donc ce vote est recréé avec chacun fournit l'idée qu'il a du prix et un feedback, donc un retour un peu moyenné et anonymisé. Le problème, c'est que comme ce ne sont pas des prix sur lesquels vous allez accepter de faire une transaction, contrairement à si vous êtes à la criée et que vous criez en disant j'achète, si c'est à votre prix, vous achetez. Là, il y a une petite ambiguïté parce que les gens ne sont pas forcément obligés d'acheter. Ils donnent ça de façon indicative. Donc la valeur de ce prix, la transparence sur des prix qui ne sont pas des prix activables, comme souvent, la définition rigoureuse et réglementaire, c'est celle-là, mais qui ne sont pas activables, donc on ne peut pas vraiment acheter à ce prix ou vendre à ce prix, c'est un peu délicat. Donc là aussi, il y a de l'exploration de données à faire pour comprendre la qualité de ces données, les comparer parce que ces prix-là, à tâtons, sont nécessaires, cette information est nécessaire pas en temps réel, mais enfin à la demi-heure ou à l'heure, les gens voudraient bien savoir, ou à la journée au moins. Quand finalement, 3 semaines plus tard, il y a effectivement une transaction sur ce produit, ça serait bien de se demander où est-ce qu'on en était, et est-ce qu'on était très loin. Donc là, il y a aussi un champ exploratoire à faire. Alors, ce qu'il faut quand même dire, c'est que ce genre de pricing à tâtons, comme on le dit, ça fonctionne dans les périodes où les marchés sont smooth, on va dire, réguliers, sages et bien gentils. Mais dans les périodes de crise, les prix à tâtons, ils sont extrêmement biaisés. Parce que chacun décide de coter de manière à ce que ce soit favorable. Et par exemple, ça s'est passé sur les cotations des taux d'intérêt 3 mois, sur lesquels il y a eu plusieurs scandales, parce que justement, la formation de ces taux, c'est toujours par des prix contribués, pas par des prix de négociation effective, qui, elles, sont une garantie que ça s'est vraiment passé comme ça. Ça, c'est quelque chose d'assez compliqué. Ça, c'est quelque chose qui est compliqué en termes de risque, mais effectivement, d'avoir la capacité d'utiliser des données plus larges pour surveiller mieux d'une certaine manière. Et là, on va revenir aux données parce que, conscient de ça, les instances réglementaires
ont mis au point une nouvelle directive européenne qui va entrer en action dans un petit peu plus d'1 an, qui s'appelle la directive benchmark. Donc ces prix contribués s'appellent des benchmarks. Et cette réglementation a vocation à dire, on va définir différents niveaux de benchmark. C'est clair que si je fabrique un indice des prix, un indice qui dépend de, on se met tous les 3, puis on vote chaque soir sur quelque chose, et puis finalement c'est pas très important, donc on va pas le réguler beaucoup. Arriver à trouver des seuils, c'est des questions importantes aujourd'hui pour les instances réglementaires, trouver des seuils au-delà duquel un indice comme ça contribué devient important et doit être surveillé particulièrement. Donc là aussi, il y a des bases de données assez massives à surveiller, à comprendre et à se dire quel est le seuil au-delà duquel il faut vraiment être très rigoureux sur le calcul de ces prix contribués. Vous nous faites découvrir un univers que je connais tellement mal, mais qui a l'air complètement passionnant. J'ai encore une question avant que le micro ne circule dans la salle. Est-ce qu'on peut les manipuler, ces données ? Justement, c'est la question. C'est pour ça que cette directive est importante, la directive benchmark, c'est qu'elle vise à réguler ce genre de prix contribués. Donc ça veut dire qu'à partir du moment où cette directive européenne sera effective, si vous émettez un prix contribué comme ça, donc comme je le disais, le fait de ne pas avoir sa peau en jeu, comme disent les anglo-saxons, fait que, parce que c'est un prix que vous donnez, mais vous n'allez pas forcément accepter d'acheter ou de vendre à ce prix, ça fait que le prix peut être biaisé, alors ou de façon maligne ou de façon juste stupide, pas à l'abri. Mais donc, si c'est des prix contribués sur lesquels il y a énormément d'enjeux financiers, à ce moment-là, systématiquement, ces indices devront être régulés, et il y a toute une batterie de types d'indices de qualité, de gouvernance, qui devront être observés par les sociétés qui émettent ces prix contribués. Donc au fur et à mesure, en fait, plus on comprend, plus il y a de données, plus on comprend ce qui se passe. C'est pour ça que les régulateurs ont la bonne idée de demander que tout ça soit enregistré. Mais puis ils enquêtent et puis ils trouvent. Aujourd'hui à l'AMF, il y a un département qui s'occupe d'aller chercher dans ces masses de données. Les gens qui sont là font un travail passionnant. Et d'aller faire un travail pour le coup de détective, alors à la fois une masse de données et en même temps de détective quand on pense qu'on a trouvé quelque chose qui est un peu louche, jusqu'à la commission des sanctions après, s'il y a vraiment un lièvre qui est levé, ou en tout cas si c'est juste des négligences qui ont été commises, de voir si on peut mettre en place une régulation qui permet d'éviter des mauvais comportements. Donc il y a vraiment un travail. Les données de ce point de vue-là sont relativement positives. Charles-Albert Lehal, vous appartenez au comité scientifique de l'AMF. Qu'est-ce qu'on fait à l'AMF exactement ? Alors, le comité scientifique de l'AMF, ce sont les scientifiques indépendants. Voilà. Ouais. C'est le régulateur financier, c'est le régulateur français. C'est l'autorité des marchés financiers français. Donc le comité scientifique, c'est des scientifiques indépendants de l'AMF, donc je peux pas vraiment, je ne sais pas exactement tout ce qui se passe à l'AMF. Il se passe beaucoup de choses. C'est des gens qui travaillent sur la régulation et la surveillance de à peu près tout ce qui se passe, tout ce qu'on vient de décrire en fait. Donc ça leur fait beaucoup de travail. Et au comité financier, on fait quoi ? Au comité scientifique, et en fait, l'AMF définit des thématiques qui les intéressent et on les éclaire ou on porte un peu un coup de projecteur sur des recherches universitaires qui devraient pouvoir les intéresser et les aider à résoudre leurs problèmes. Des exemples, sans trahir de secret ? Des exemples, justement, le processus de formation des prix de façon anonyme, trop anonymisée. Il y a des chercheurs qui ont accès à des bases de données fournies par des marchés financiers particuliers qui acceptent de les fournir à certains chercheurs, donc qui font des explications. Donc si on peut amener ces chercheurs à présenter à l'AMF ce qu'ils ont fait émerger en faisant des statistiques, c'est plutôt une bonne nouvelle. Donc voilà, éclairé par un point de vue universitaire sur toutes ces données, le point de vue des régulateurs. Nicole El-Karoui, je vois que le dernier transparent que vous avez préparé est affiché. Que peut-on espérer avec ces données ? C'est plutôt moi qui suis optimiste normalement. Non, mais je pense que c'est... Enfin, moi, je pense qu'on passe, c'était un peu pour ça que j'avais fait, c'est un peu cet historique, on passe dans une ère nouvelle de la capacité d'utiliser des données
de les comprendre, de les représenter. Et donc ça va marquer une rupture fondamentale dans énormément d'activités. Mais qui dit Ère Nouvelle dit qu'en même temps, on doit réfléchir à la manière de penser cette évolution. Quelles sont les conséquences pour le futur? Par exemple, une grande question sur l'assurance. Bon, c'est un peu bateau comme remarque, mais si on se met à faire des contrats de plus en plus ajustés aux clients, en fait, l'assurance repose sur la répartition des risques sur une large classe de gens. Le jour où on ne fera plus ça, vous serez bien assuré pour des accidents qui ne coûtent rien et vous ne serez pas assuré pour des accidents qui coûtent cher. En fait, il n'y aura pas eu les autres pour payer dans la représentation. Pour moi, on est dans une période tout à fait passionnante parce qu'il y a tous les problèmes techniques qu'on a évoqués, il y a énormément de choses qu'on peut faire, qu'on doit comprendre, etc. Mais il y a aussi une manière de penser les risques, par exemple, qui doit être radicalement modifiée. Une manière de penser même l'organisation de la société. On est quand même en train de dire que les données anonymes, ça n'existe déjà plus. Et ça existera de moins en moins si les citoyens, d'une certaine manière, ne se battent pas plus pour comprendre les enjeux qui sont derrière. Et donc, sur le plan des concepts, sur le plan de l'analyse, sur le plan d'un grand nombre de choses, il y a une période où je pense qu'à la fois le monde académique, le monde professionnel a énormément de choses à imaginer et à inventer. Donc on est dans une période d'invention où les visions standards, même le L2, la projection, tout ça, est-ce que c'est encore des outils vraiment adéquats? Et il y a énormément de travail de toutes sortes. Là, on a toujours un peu l'impression qu'en faisant des choses relativement simples, on devrait arriver à faire 100 fois mieux qu'avant. Moi, j'y crois jamais vraiment, mais ce que je crois, c'est qu'il faut... on a un outil formidable, il faut penser la manière de l'utiliser, de se repositionner par rapport avec. Donc ça veut dire que des scientifiques, des sociologues, des philosophes ont à travailler dans ce paysage nouveau, mais qui est à structurer, sans oublier, qui va impacter beaucoup la vie des gens et donc l'organisation aussi sociale de la société. Charles Albert Lehal, même question. Que peut-on espérer d'après vous? Alors, moi j'ai l'impression qu'avec toutes ces nouvelles données qui arrivent, des données qui décrivent en fait mieux le monde réel, on peut espérer se rapprocher un peu plus de la réalité. On a beaucoup critiqué le système financier pour une certaine part de déconnexion qu'il pourrait avoir avec la réalité. Bon, les bulles en sont un exemple. Et donc on peut imaginer, en tout cas moi j'ai envie d'imaginer que en connaissant mieux le monde réel, en connaissant mieux l'affluence dans les centres commerciaux, en connaissant mieux le niveau de stockage des hangars, en connaissant mieux, finalement les prix des actifs vont être plus proches de ce qu'ils sont en réalité. Donc on peut espérer une convergence forte, je t'ai dit, je suis optimiste, entre la réalité et la vision par les acteurs financiers de cette réalité. Et pour être encore plus concret, est-ce qu'on peut espérer que les clients comprennent mieux les pratiques de leur banque ? Alors c'est une question qu'il faut poser à un banquier. Je pense que de toute façon, plus de transparence, Alors après le marketing, ça aussi c'est une question relativement compliquée parce que je disais tout à l'heure, Amazon me propose des livres, je suis content de les acheter, j'ai l'impression qu'il me comprend mieux. En même temps, il me propose que des livres qu'il a en stock et sur lesquels il fait une marge descente. Donc ok, voilà. Après, la relation client-fournisseur est détachée de l'aspect banque ou assurance ou service financier, je pense. Oui, je voulais juste rajouter. Bon, évidemment, on était censé parler des données, pas censé, mais parler des données, enfin, de faire référence au monde de la finance et de l'assurance. Mais du coup, je trouve que
ça donne un éclairage sur ces données qui est quand même très orienté finance, enfin marketing, acheter, vendre, etc. Peut-être que quand même il y a une manière de les penser, enfin ce raccourci d'utiliser que tout est équivalent parce que ça a un prix, que du coup ça c'est quelque chose qui est très malsain dans les systèmes écologiques par exemple, où assimiler des choses qui ne sont pas de même nature, pas les mêmes, ça produit plutôt des dégâts que des choses importantes. Et donc au contraire je pense qu'à la fois c'est très important, mais en même temps il faut faire attention au fait que de gagner, enfin, que ça apporte véritablement. C'est-à-dire, est-ce que ça permet d'envisager d'autres manières de traiter certains problèmes, mais pas toujours en les ramenant à l'aspect, enfin, peut-être finalement, ça se traduit financièrement, mais je pense qu'il y a des intermédiaires dans tout ça sur lesquels il faut de l'imagination pour arriver à se servir différemment et de prendre un peu de distance avec quand même ce matraquage de marketing. Moi, je suis désolée, ça m'énerve de voir qu'on me propose des thés dérayés parce que j'ai eu besoin d'en acheter pour aller en Tunisie une fois, quoi. Enfin, voilà, c'est bon. Mais enfin, je pense qu'il y a autre chose qu'on peut espérer aussi tirer de ça et qu'il faut le découvrir. Et oui, c'était important de préciser. Des micros circulent dans la salle, ils sont à votre disposition. Vous avez sûrement des questions à poser à Nicole El Karoui et à Charles-Albert Lehal.